Bonsoir. Je vais commencer par remercier les organisateurs pour l'invitation et donc la possibilité de présenter nos activités. Donc, je m'appelle Ronan Fablet, je suis professeur à l'IMT Atlantique, qui est une école d'ingénieurs sur 3 sites dans la Bretagne à 5 départements, donc Nantes, Brest et Rennes, et qui est une école qui couvre des domaines qui vont du numérique, télécommunications et génie de l'environnement et également l'énergie. Et donc aujourd'hui, là, je vais vous parler de thématiques d'intelligence artificielle, dont on entend beaucoup parler actuellement, et de l'intérêt que ça peut avoir sur l'observation, la compréhension, ou des thématiques liées également à la surveillance des océans. Bon, je vais essayer de... Alors j'imagine, je vais peut-être vous poser quelques questions. J'imagine que vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle. Voilà, j'imagine néanmoins que la plupart d'entre vous ont peut-être une connaissance assez vague de ce qu'on entend par intelligence artificielle, peut-être de certains outils qu'on appelle par exemple les réseaux de neurones. Donc il y a un objet, je pense, de la conférence, c'est de vous introduire un certain nombre de notions de ce qu'on appelle intelligence artificielle. Alors pourquoi, donc résumé, on s'intéresse à l'océan. Alors pourquoi l'océan ? Bon, il y a plein de bonnes raisons de s'intéresser à l'océan. Déjà, ça couvre la plus grande partie du globe et c'est d'intérêt pour tout un tas d'enjeux sociétaux, environnementaux, économiques. On entend souvent dire que l'océan, c'est un régulateur du climat, donc joue un rôle essentiel, par exemple, dans le climat, dont on parle quand même énormément actuellement. Donc ça, c'est un enjeu. Il y a également des enjeux socio-économiques liés aux océans. Hein. La plus grande partie de la population sur le globe est proche des océans, donc des enjeux de ressources, que ce soit liés à l'alimentation, mais à des enjeux d'énergie, enfin tout un tas d'enjeux de ce type-là, ce qui fait que la compréhension, la surveillance des océans, pour tous ces enjeux, c'est des défis et des problématiques extrêmement importantes. Et donc j'imagine que depuis, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez entendu parler d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez dû entendre, depuis très longtemps, il y a par exemple des joueurs d'échecs par ordinateur, et ça doit faire maintenant une vingtaine d'années que les ordinateurs battent les meilleurs joueurs d'échecs les meilleurs humains. Hein. Et plus récemment, on a parlé d'une intelligence artificielle qui a battu les meilleurs joueurs de Go, qui est un jeu... dont vous avez entendu parler, et qui a un niveau de complexité vis-à-vis des échecs qui est bien supérieur en nombre de combinaisons possibles. Et ça, c'est vraiment lié à une évolution extrêmement importante des techniques d'intelligence artificielle, où on a vraiment passé un saut en termes de complexité des problèmes qu'on est capable de traiter. Donc au cours des 5 à 10 dernières années, il y a vraiment eu un saut extrêmement important dans la complexité des problèmes qu'on peut traiter, et c'est pour ça qu'actuellement on parle énormément de l'intelligence artificielle et de toute une série d'applications qu'on peut aborder avec ces techniques-là. Donc j'essaierai de vous en introduire quelques-unes. Et de la même manière, on peut se dire, et je vais illustrer que pour tout un tas de problématiques liées à l'océan, ces techniques d'intelligence artificielle sont aussi d'intérêt. Alors je vais l'illustrer à la fois pour des aspects plutôt scientifiques, puis je l'illustrerai également pour des aspects liés à la surveillance des activités maritimes et au trafic maritime, pour avoir 2 types d'enjeux un petit peu différents. S'il vous plaît. Oui. Par rapport au jeu de Go, oui. Ce que j'ai entendu, c'était que jusqu'à présent, pour faire un jeu de Go, il fallait donner toutes les informations à un programme. Et que là, dernièrement, ce qui a été fait, c'est qu'on a juste donné comme programme d'aller apprendre à la machine le jeu de Go, qu'elle est allée chercher les informations toute seule, qu'elle a appris, qu'elle a joué et qu'elle a inventé des stratégies que les hommes n'avaient encore jamais utilisées. C'est vrai. Alors ce qu'on appelle apprentissage, donc quand on parle d'intelligence artificielle, c'est lié à un domaine scientifique qu'on appelle l'apprentissage. Et une machine qui fait de l'apprentissage, le cadre le plus général et le plus courant est celui-ci, c'est-à-dire qu'on va fournir à une machine un certain nombre d'exemples, à la fois des informations qu'elle va avoir en entrée, dont elle va avoir disposition, et à la fois de la cible, de ce qu'elle doit réaliser, de l'objectif qu'elle va réaliser.
Et donc la machine va apprendre à réaliser la tâche qui lui permet de passer des observations ou ce qu'on lui fournit en entrée, à la tâche qu'on doit réaliser. Donc par exemple, dans le cas des échecs ou du Go, ce qu'on a à un temps donné dans une partie, c'est une situation avec des pions, des pièces qui sont placées sur un damier ou un échiquier. Et ce que doit faire la machine, c'est positionner le coup suivant, et de telle manière à ce que, possiblement, elle gagne la partie à la fin. Et donc, dans les premières applications de l'intelligence artificielle, en fait, on a donné plein d'exemples de parties aux machines. Et en fait, de cette manière-là, la machine a appris à savoir quel coup il fallait réaliser pour avoir le plus de chances de gagner, sur la base de l'ensemble d'exemples de parties où il y avait des vainqueurs et des perdants. Et effectivement, plus récemment, plutôt que de donner un ensemble d'exemples de parties, en fait, on a donné finalement à la machine simplement les règles du jeu. Et voilà, et on a fait jouer typiquement deux machines l'une contre l'autre. Et avec l'objectif qu'elles arrivent à gagner contre l'autre machine. Et en fait, de cette manière-là, donc là, à nouveau, il y a une tâche optimale, enfin une cible, qui est de réussir à gagner contre l'autre machine. Et en fait, de cette manière-là, les machines vont tester plein de combinaisons possibles, jusqu'à trouver quelque part les meilleures stratégies pour battre l'autre machine. Et donc là, c'est les machines qui vont inventer par elles-mêmes, quelque part, les stratégies, dans le cadre d'un univers ou d'un monde qui est régi par les règles du jeu de Go. C'est pas, qui est quand même un monde un peu spécifique, avec des règles assez bien définies. Effectivement, ça correspond à un changement assez profond dans les méthodes d'apprentissage, de situations où on donne l'ensemble des exemples, et on va apprendre à partir de ces exemples, à une situation où en fait, la machine va être capable d'imaginer des stratégies à partir d'informations bien moins explicites vis-à-vis de ce qui est réalisé. Alors, avant de passer à ces aspects-là, je vais vous parler un peu des océans et des problématiques qui sont liées à l'océan. Alors, vous êtes alors pas très loin de l'Orient, donc vous voyez souvent l'océan, donc il y a peut-être des choses qui vont sembler évidentes dans ce que je vais raconter, mais donc moi j'ai un background personnel scientifique et plutôt dans le domaine des sciences de l'ingénieur, des domaines du numérique, de l'intelligence artificielle. Et après mes études et une thèse, en fait, j'ai été chercheur pendant quelques années à l'Ifremer à Brest, dans le domaine des sciences halieutiques. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose qui n'était absolument pas évident précédemment, c'est que l'océan, c'est un milieu et un domaine qui est encore largement inconnu. Et à ça, il y a une raison toute simple, c'est qu'on n'est pas très amphibie. Et donc nos capacités d'exploration de l'environnement marin vis-à-vis de l'environnement terrestre, c'est que pour aller se promener dans l'environnement marin, pour nous, c'est un petit peu compliqué en termes d'autonomie. Il y a tout un tas de contraintes mécaniques qui fait que, encore actuellement, on n'a pas pu explorer l'ensemble du domaine maritime. Et on ne pourra jamais le réaliser. Il n'y a aucun moyen d'aller explorer l'ensemble des mètres cubes de l'océan, et on ne pourra jamais le réaliser. Alors que si on pense au domaine terrestre, par exemple, alors nous déjà on peut se promener, hein, et on a la vision dans le domaine terrestre qui nous permet de voir comme des étendues rien qu'à l'échelle humaine extrêmement importantes. On a mis des satellites pour observer, par exemple, que ce soit la météo ou autre. On a tout un système qui nous permet d'avoir une perception très fine de l'environnement hors océan, sur la Terre. Et ça, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a vraiment aucun équivalent sur le domaine océan. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement fort, rien que sur le fait d'être capable d'observer l'océan. Alors c'est l'océan à la fois dans sa composante, on va dire physique, hein, les courants, la température, la salinité, c'est vrai pour ces paramètres-là. C'est aussi vrai pour toutes les composantes écologiques, biologiques. On découvre, le domaine océan, ça doit être un des domaines principaux où on découvre encore de nouvelles espèces. Vous avez peut-être entendu parler d'une mission qui s'appelle Tara, Tara Océan. Alors j'ai su, mais j'ai oublié, je n'ai pas révisé avant de venir. Il y a eu plusieurs dizaines, peut-être des centaines de nouvelles espèces qui ont été découvertes dans le cadre de la mission Tara, d'espèces aquatiques. Donc c'est un domaine où on a encore il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas sur l'océan et qu'on doit encore découvrir. Et c'est vraiment lié à la capacité qu'on a à aller observer l'océan, à se promener dans l'océan, à aller dans ce milieu-là. Et donc là, j'illustre simplement, c'est simplement une petite illustration des différents moyens dont on peut disposer pour observer ou surveiller des océans. On va avoir typiquement tout ce qui va être lié à la surface, on va avoir tout ce qui est notamment les capteurs satellitaires, ce qu'on appelle l'océanographie spatiale. Donc et je reviendrai sur ces aspects-là, mais il y a tout un tas de missions satellitaires qui permettent de mesurer des paramètres de l'océan.
Alors des paramètres, par exemple les courants. On est capable, à partir de satellites, de mesurer les courants à la surface de l'océan. On peut mesurer des paramètres aussi comme la concentration en chlorophylle. Par exemple, les merailles d'algues vertes, qu'on connaît assez bien en Bretagne, sont typiquement, on peut avoir des mesures de concentration à partir d'observations satellitaires. Donc, néanmoins, les satellites sont incapables, si ce n'est dans des eaux extrêmement claires, de percevoir des informations sur la profondeur. Donc typiquement, les satellites vont voir soit les quelques premiers centimètres, soit les dizaines de premiers centimètres de l'océan, mais généralement tout ce qui est en dessous, et il y a quand même beaucoup de choses juste en dessous, les quelques premiers centimètres de l'océan, sont complètement, les satellites sont complètement aveugles. Donc quand on va s'intéresser à ce qui est sous l'eau, on va devoir utiliser d'autres technologies. Alors est-ce que vous connaissez des technologies qui permettent d'aller observer sous, on va dire, voilà, sous la surface de l'océan? Les robots. La plongée. Alors, les robots peuvent plonger plus profond, alors jusqu'à plus que l'humain, jusqu'à, je sais pas, 4-5 000 mètres. Je sais pas il doit y avoir un record de profondeur de robots qui existe, hein, mais c'est 6 000. Bon, il doit y avoir un record qui est encore plus profond, mais je ne le connais pas. Alors, le problème d'un robot, alors je reviendrai au satellite. Un satellite, avec une observation d'un satellite, en fait, vous avez dû voir des images satellitaires de la Terre ou des océans, c'est la même chose. Hein. On peut prendre des photos et ça couvre une très grande étendue. Alors, si vous imaginez, si vous lancez un robot dans l'océan, il va voir, et on lui met une caméra sur le dos, un appareil photo, il va voir à 10 mètres devant lui. Donc c'est une toute petite portion de l'océan auquel on peut accéder. Donc il y a d'autres technologies, et notamment les technologies acoustiques, tout ce qui est sonar, échosondeur. En fait, on va pouvoir utiliser les propagations des ondes acoustiques dans l'océan, qui sont les ondes qui se propagent bien, et qui vont permettre de construire des images de ce qu'il y a dans l'océan. Alors ça peut être des images des fonds marins, ça peut être des images également de la colonne d'eau. C'est ce qui est utilisé par exemple par les pêcheurs pour détecter des bancs de poissons. On utilise ces technologies-là. Néanmoins, il n'y a pas de technologie vraiment équivalente à ce qu'on se disait sur l'observation satellitaire du domaine terrestre. Il n'y a pas d'équivalent sur l'océan, donc on a d'autres technologies, mais on peut pas. Voilà, on a vraiment cette difficulté on va parler d'échantillonnage de paramètres dans le milieu, qui va être beaucoup plus ponctuel et qui ne permet pas d'appréhender la globalité de l'océan. C'est une des raisons pour lesquelles on utilise énormément des outils de simulation numérique, donc de modélisation numérique. On va modéliser l'océan, et ça va permettre de simuler le comportement de l'océan, cette fois-ci de manière globale. Et par exemple, quand on fait des études climatiques, on va simuler des océans sur plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années, si on veut aborder des échelles climatiques. Donc la modélisation numérique est également quelque chose qui est extrêmement important dans ce domaine-là. Voilà, donc ça c'est un peu pour situer la difficulté et les problèmes. Alors nous, à Brest, on travaille énormément avec l'Ifremer à Brest, et il y a une expertise spécifique sur l'océanographie spatiale. Donc c'est l'utilisation de capteurs satellitaires qui vont permettre de mesurer des paramètres de l'océan. Donc je vous ai cité tout à l'heure, je vous dis qu'on pouvait mesurer les courants à la surface des océans à partir de satellites. On peut mesurer des paramètres de température, de salinité, de couleur, de production primaire de l'océan. Et là, voilà, vous avez une petite illustration, c'est la NASA, d'un certain nombre de satellites, juste pour situer le fait qu'il n'y a pas qu'un seul satellite, mais il y a finalement un grand nombre de satellites différents qui vont pouvoir mesurer des paramètres particuliers de l'océan. Et c'est un enjeu scientifique qui est important et qui s'est beaucoup développé depuis une trentaine d'années. Et donc il y a fréquemment de nouveaux satellites qui sont envoyés en l'air, dans l'espace, pour mesurer de nouveaux paramètres. Et un satellite souvent a une durée de vie assez courte, de 5 à 15 ans, et donc il y a une nécessité aussi de renouveler ces satellites. Donc nous, on s'intéresse beaucoup à ce type de données. Donc ça, c'est une simulation d'un modèle de l'océan, qui a un petit nom, il s'appelle Nemo, comme le poisson chez Disney. Et donc ça, c'est une évolution, c'est une carte de température horaire
qui est simulé par ce modèle. Donc c'est la sortie du modèle d'océan. Et donc vous voyez l'évolution là de la température à la surface de l'océan. Ici vous avez la date, hein, entre, là je ne sais pas, l'animation doit faire quelques jours. Et en fait ce que vous voyez, vous voyez ici des enroulements, ce sont des tourbillons. Alors dans l'océan, c'est comme les animations météo. Dans l'atmosphère, il y a des dépressions et des anticyclones là, qui tournent et qu'on voit se déplacer. Alors nous, on les connaît assez bien en Bretagne, là, on en prend un certain nombre qui viennent nous visiter et qui passent et qui nous amènent un peu de vent et un peu d'air frais, et pas que. Voilà, donc ce que je vous montrais là, c'est des tourbillons et qui ont un rôle extrêmement important sur... alors, est-ce que je vais... Ouais, voilà. Ce que je vous montrais là, c'est des tourbillons. Et donc, je voulais dire, c'est que dans l'océan, il y a vraiment l'équivalent des dépressions et des anticyclones. Et en fait, ces dépressions et des anticyclones, elles vont créer des bosses et des creux dans l'océan. Donc, la vision qu'on a quand on regarde l'océan, en fait, on l'imagine souvent comme quelque chose d'assez plat. Enfin, on voit bien les vagues. Et en fait, il faut imaginer que non, c'est une surface qui évolue dans le temps et qui a des variations de topographie. Et en fait, typiquement, quand je parlais de mesures de courant marin, ce qu'on va mesurer à partir des satellites, c'est les variations de topographie, les variations d'altitude relatives de la surface de l'océan. Et ces variations sont liées à des courants. C'est un peu comme dans l'évier, hein, si vous mettez plein d'eau, à un moment, hop, il y a le siphon, et vous voyez une espèce de tourbillon qui se crée, et la pente là, du tourbillon est liée en gros à la vitesse du courant. C'est un petit peu la même chose au niveau de l'océan. Et ces tourbillons, c'est des structures qui vont de quelques dizaines de kilomètres ou de 10 kilomètres jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Et les grands tourbillons vont vivre jusqu'à plusieurs mois. Et donc ils sont extrêmement importants dans le fonctionnement global de l'océan. Vous avez sans doute entendu parler de courants comme le Gulf Stream, par exemple, qui ont un rôle extrêmement important dans les transports de chaleur et qui ont un rôle sur le climat ici qui est extrêmement important. Il y a d'autres objets dans l'océan qui jouent aussi des rôles extrêmement importants, notamment dans les échanges entre la physique et la biologie, dans la structuration par exemple du plancton qui va ensuite être mangé par les poissons et qui va créer tous les éléments de la chaîne trophique, hein, pour les petits poissons, les plus grands poissons, les oiseaux, les prédateurs supérieurs comme des phoques ou des mammifères marins ou des oiseaux. Ils vont être extrêmement structurés, toutes ces populations aquatiques vont être extrêmement structurées par ces tourbillons. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais illustrer là, c'est... alors je ne sais pas si ces images vous semblent compliquées, mais en fait dans l'océan, donc on a des structures, on va parler de structures, les tourbillons là, je vous disais quelques dizaines de 10 km à quelques centaines de kilomètres. On a aussi ces tourbillons, ils vont créer des filaments, vous voyez ces choses-là, qui vont être typiquement les endroits où vont se concentrer la production primaire, hein, je parlais du plancton tout à l'heure. Ça c'est des échelles plus petites, qui vont être typiquement inférieures à 10 km, et on a encore des structures qui peuvent être encore plus importantes du point de vue de l'écologie, qui vont être encore plus petites. Donc il y avait vraiment une très grande diversité de structures, et qu'on a découvert en fait, ça va faire 10-15 ans qu'on a vraiment découvert ces structures dans l'océan. Avant on avait une vision assez molle de l'océan, sur les grands courants, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de choses dans l'océan, et vous avez peut-être entendu parler de turbulence. Voilà, c'est typiquement l'océan, c'est un système turbulent. Donc il y a un système turbulent, c'est un système qui crée plein de petites structures, et il y a un côté un peu chaotique, stochastique, aléatoire dans l'évolution de ces structures. Et donc le fait qu'il soit extrêmement divers de cette manière-là, ça fait que il ne suffit pas pour l'observer, il faut être capable, pour observer complètement l'océan, il faudrait être capable d'observer toutes ces échelles, toutes ces structures, pour le connaître complètement. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de faire. Si globalement dans l'océan, il y avait juste que des choses comme le Gulf Stream, ce serait extrêmement facile. Voilà, on prendrait quelques points de mesure, mais comme l'océan, ces tourbillons se déplacent, il ne suffit pas de faire une mesure à l'Armor Plage et puis une autre à Cape Cod pour avoir la connaissance parfaite de l'océan. Il faudrait être capable de le mesurer partout et tout le temps. Et je vous parlais d'échelles spatiales. Les échelles spatiales sont liées à des échelles temporelles. Donc typiquement, les tourbillons, ils vont évoluer assez peu sur quelques jours. Donc les échelles caractéristiques, c'est plutôt de la semaine à quelques mois. Les filaments, eux, par contre, vont évoluer beaucoup plus rapidement. Donc suivant les structures qu'on regarde, on aurait besoin de les suivre sur des échelles éventuellement assez courtes, inférieures à la journée. Et d'autres sur plusieurs mois. Voilà.
Alors, pour poursuivre, maintenant, donc, là, je vous les illustre. Maintenant, si on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut observer et comment on l'observe à partir de satellites, ici, je vous les illustre 3 paramètres. Donc, l'altimétrie, c'est la mesure de la topographie. Hein, je vous parlais de l'altitude de la surface de l'océan et son altitude. Ça, c'est le premier ici. Ici, les radiomètres, c'est des mesures de carte de température. Et ici, vous avez un capteur qui est un capteur radar qui s'appelle le SAR et qui va mesurer en fait, la rugosité à la surface de l'océan. Il va mesurer s'il y a des petites ridules avec des ondes électromagnétiques. Et ce que je voulais montrer ici, c'est que vous voyez, suivant ces capteurs, on n'a pas du tout la même donnée. Donc, par exemple, sur les altimètres, on va faire des mesures extrêmement précises à des résolutions de l'ordre du centimètre. Hein, donc, il faut imaginer un satellite qui est quand même assez loin là-haut. Il va mesurer une hauteur avec une erreur inférieure au centimètre. Une hauteur relative. Mais par contre, il va le faire que sous la trace du satellite. Donc ce n'est pas un capteur qui va produire une image, hein, c'est juste un capteur qui va se déplacer, il a une orbite polaire, donc il se déplace autour de la Terre, et sur son orbite, il va juste mesurer une information ponctuelle sur ces traces. Donc vous voyez bien qu'ici, par rapport à l'aspect dynamique, on a très peu d'informations à chaque pas de temps. Chaque observation, en fait, c'est très peu par rapport à l'ensemble d'informations qu'on voudrait percevoir sur l'océan. Et néanmoins, on va vouloir reconstruire une information sur le courant à l'échelle globale de l'océan. Donc c'est un peu moins vrai sur les radiomètres, mais vous voyez également qu'il y a plein de zones noires qui sont, parce que ces capteurs, par exemple, sont sensibles aux conditions atmosphériques. Donc en fait, les derniers, en fait, l'imagerie SAR, c'est une image là qui n'est pas sensible du tout aux conditions atmosphériques. Par contre, du fait de l'orbite des satellites, pour une zone particulière, on va avoir une information globalement tous les 10 jours. Où on peut avoir des trous, pendant 10 jours, on n'a pas d'information. Donc là, par exemple, c'est un champ de vent. En fait, on peut reconstruire à partir des capteurs SAR des champs de vent à la surface de l'océan, donc qui sont extrêmement précis. Si ce n'est qu'on va l'avoir parfois, on va avoir 10 jours sans champ de vent. Donc par exemple, si vous êtes fan de voile, vous dites super, là j'ai des champs de vent, c'est nickel. Et pendant 10 jours, il n'y a rien. Donc en gros, vous ne l'avez jamais quand vous voulez aller faire de la voile. Donc cette donnée-là est extrêmement intéressante, mais vous n'en avez pas quand vous voulez. Donc en fait, vous dites, c'est quand même un peu ennuyant. Donc voilà, ça illustre... donc nous, un des problèmes qu'on va être amené à traiter, c'est de savoir comment, à partir de ces informations qui sont ponctuelles, qui sont éparses, qui ne sont pas complètes, produire une information qui serait globale. Donc par exemple, être capable de produire un champ de vent tous les jours ou toutes les 6 heures, à partir d'informations qui arriveraient que ponctuellement ou de différents types d'informations et de jouer sur les complémentarités entre différents types d'observations. J'illustrais un petit peu ça tout à l'heure. Voilà, j'avais... peut-être, oui, je ne l'ai pas dit. Quand vous avez peut-être vu, quand on parle de haute résolution sur l'océan, par rapport à ce qui peut exister sur le domaine terrestre, je ne sais pas si vous avez une idée de la résolution des capteurs satellitaires qui produisent des images à la surface sur le domaine terrestre. Est-ce que vous avez une idée sur l'imagerie spot, ou je ne sais pas si ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez une idée du... C'est moins que 10 mètres. Ouais, du mètre, il doit même y avoir un peu mieux. Mais voilà, ça fixe les choses. Donc on est de l'ordre du mètre. Sur l'océan, on va être de l'ordre du kilomètre. Ce qu'on va appeler haute résolution, c'est de l'ordre du kilomètre. D'accord? Donc voilà, c'est pas tout à fait comparable. Hein. Et donc on a même des capteurs. Donc les capteurs, globalement, les plus hautes résolutions, ça va être quelques centaines de mètres ou 10 mètres, la résolution. Donc ce que représente un point dans ces images, ça va être ce qu'on va appeler un pixel. Ça va être globalement, voilà, au mieux, on va dire 1 km par 1 km. Et on a même certains capteurs, comme certains capteurs de température, où on va être plutôt à 50 par 50 km ou 25 par 25 km. D'accord? Donc ce qui est déjà bien, hein, vis-à-vis de la surface globale de l'océan, mais qui n'est pas du tout la même chose que la haute résolution quand on parle d'imagerie satellitaire pour le domaine terrestre. Voilà. Avant de... Les questions qu'on va aborder, nous, c'est comment l'intelligence artificielle va pouvoir permettre d'exploiter les données dont on dispose pour avoir une meilleure reconstruction, une meilleure mesure des paramètres géophysiques à la surface de l'océan. Donc par exemple, comment on va pouvoir utiliser les techniques d'apprentissage, on en a un petit peu parlé tout à l'heure,
pour avoir une meilleure mesure des courants marins, par exemple. Ça, c'est typiquement des sujets sur lesquels nous, on travaille actuellement, que j'aborderai un petit peu tout à l'heure, ou les champs de vent, par exemple, qui est un autre exemple. Avant de vous parler de ça, je vais peut-être vous expliquer pourquoi, vous donner 2 exemples sur pourquoi on voudrait être capable de mesurer des paramètres de l'océan à haute résolution. Est-ce que vous avez des idées de pourquoi nous, on s'acharne à essayer de mesurer des paramètres de l'océan à des résolutions spatiales et de l'ordre du kilomètre et temporelles de l'ordre de la journée? Est-ce que vous avez des idées de ce à quoi ça peut bien servir, hormis amuser des chercheurs et des océanographes? Ça pourrait, effectivement. Les submersions. Alors effectivement, dès qu'on est, par exemple, sur les tempêtes, effectivement, c'est un objet qui est assez rapide, et on a envie de savoir si la tempête, elle passe ici ou pas. Et par exemple, si je me mets à 100 km, j'aimerais quand même savoir si elle passe dans mon jardin ou 100 km plus loin. Pour moi, c'est quand même une différence, et même 50 km, c'est quand même pas la même chose. Donc effectivement, il y a tous les aspects risques ou phénomènes extrêmes, comme ça, l'aspect résolution spatiale est quelque chose qui est extrêmement important. Je vais illustrer sur un exemple lié à l'océan. Je pense que vous avez tous entendu parler de la catastrophe Deep Horizon en 2000, j'ai mis 2010, mais je ne suis plus très sûr, je ne vais pas vérifier, mais on va dire que c'est 2010. Donc un puits de pétrole profond qui a explosé dans le golfe du Mexique. Et en fait, ce puits de pétrole voilà, je vais mettre ça. Ce puits de pétrole bon, on ne voit pas très bien en fait, je vais prendre juste avant. Hop. Ce puits de pétrole a généré une nappe de pétrole, une marée noire. Et un des enjeux, c'est que dans cette zone du golfe du Mexique, en fait, il y a un courant marin qui est un petit peu au sud de la zone là, qui est imagée. Donc vous reconnaissez sans doute la Floride tout à votre droite. Et vous avez en rouge la zone du puits profond qui a explosé. Et en fait, tout au sud de la zone, il y a un courant marin, et ce courant marin, il transporte des eaux du golfe du Mexique vers... il sort du golfe du Mexique pour longer les côtes de la Floride. Et un des enjeux, c'était de savoir si la nappe de pétrole allait se déplacer vers ce courant marin, et de fait être déplacée ensuite vers les côtes de la Floride, et avec tout l'écosystème qui est extrêmement fragile sur les côtes de la Floride, avec des mangroves... Des zones de sable, etc. Différents types d'écosystèmes extrêmement fragiles. Et donc pour ça, on dispose de moyens, par exemple d'observation satellitaire que je vous illustre ici, qui sont l'imagerie SAR, dont je parlais tout à l'heure. Et donc l'imagerie SAR, elle permet de produire des images avec une très bonne résolution spatiale. Et donc vous voyez, les zones plus foncées, ça correspond aux nappes de pétrole. Et donc il y a ces observations qui arrivent, alors, dont on n'a pas une maîtrise parfaite, c'est-à-dire qu'elles arrivent quand il faut qu'il y ait un satellite sur la zone, et on ne peut pas changer l'orbite du satellite. On ne dit pas, non, toi tu restes là, etc. Il passe, et quand il passe, on peut dire, prends-moi une photo. Ce qui est déjà pas mal, et on a un peu de marge, parce qu'il peut un peu dépointer, mais on a assez peu de flexibilité finalement. Donc là, vous avez l'ensemble des images qui défilaient, c'était l'ensemble des images, il y avait les dates, qui défilaient. En haut à droite, vous avez les dates, donc vous voyez qu'il y a certaines sont assez rapprochées, d'autres sont beaucoup plus éloignées. Et c'est un petit peu ça qui permettait de réaliser le suivi de la nappe de pétrole, et de savoir à quel point elle se rapprochait ou pas du courant marin. Et ce que je vous illustre ici, en rouge, vous avez le courant marin tel qui a été dessiné, sa position estimée, et vis-à-vis de la nappe de pétrole. Et en fait, sur cette catastrophe-là, ça s'est plutôt mieux passé, au sens où la nappe de pétrole n'est pas descendue dans le courant marin et donc n'a pas été transportée pour sortir vers le golfe du Mexique. Elle est restée au niveau du golfe. Alors ça a été une vraie catastrophe pour toute la partie Nouvelle-Orléans, cette partie intérieure, mais ça aurait pu être bien pire. Et ça n'a pas été le cas. Et donc là, c'est vraiment une illustration en fait, où on aimerait être capable de vraiment faire un suivi en temps réel avec une très bonne résolution. On en a vraiment besoin pour être capable de prédire ce qui va se passer. Et actuellement, on a ces satellites qui passent, mais la capacité ensuite à extrapoler à partir d'un jour donné pour savoir rien que dans les heures suivantes ce qui va se passer, c'est des choses qui sont relativement complexes à réaliser. J'ai un autre exemple. Alors je ne sais pas s'il y a des pêcheurs de bar dans la salle. Personne pêche le bar? Si, un. Alors, allez,
Il y a un programme, vous avez peut-être entendu parler, il y a un programme de marquage de bars qui est réalisé par l'IFREMER depuis, bon, ça va faire une dizaine d'années. Et sur les poissons, je vous disais que en fait, l'océan, c'est un domaine largement assez mal observé. Et parmi les choses qu'on connaît assez mal, c'est les migrations des poissons. Et une des raisons pour lesquelles on les connaît mal par rapport à d'autres migrateurs, hein, si on prend les oiseaux par exemple, ou des mammifères terrestres, c'est qu'on n'a pas de système GPS sous l'eau. Donc on ne peut pas leur mettre un petit capteur, une petite antenne GPS sur le dos, où ils nous diraient toutes les secondes où ils sont. C'est pas possible, ça n'existe pas sous l'eau. Donc là, on peut utiliser d'autres techniques, et là c'est une illustration, on va pouvoir attraper des poissons, donc les capturer, et leur insérer la petite marque orange là, qui est un capteur de température et pression. Donc en fait, on va lui mettre ça, on l'opère, hein, on fait de la chirurgie du poisson, on lui met ça dans sa cavité abdominale, ensuite le poisson est relâché, et la petite marque là, va enregistrer, tout, avec une certaine fréquence, disons toutes les minutes, va enregistrer les paramètres de température, pression, éventuellement d'autres paramètres. Et bon, si le poisson n'a pas de chance, un jour il est repêché, et donc il revient à l'IFREMER, parce qu'il a aussi une petite marque Spadieliti sur le dos pour le reconnaître, soit orange, soit jaune, enfin bon, il a sa petite couleur. Et nous, on a travaillé avec les chercheurs de l'IFREMER là, pour analyser les séries temporelles que vous voyez ici en bas à gauche, donc l'ensemble de la série de température et pression qu'a vécu le poisson, et on veut à partir de ces données-là être capable de reconstruire la position du poisson. C'est-à-dire que la pression, en fait, c'est lié à la profondeur, donc ça permet de savoir à quelle profondeur il a été dans la journée. Donc vous voyez que ça, c'est quand même lié à... pour que le poisson puisse aller à 100 mètres, il faut quand même qu'il soit dans des zones où il y a au moins 100 mètres de fond. Hein, donc il ne peut pas être tout près de la côte, par exemple. Et à partir des températures, c'est quand même relativement lié aux masses d'eau. Donc on arrive, en fonction du niveau de température ou de l'évolution de la température, on arrive à avoir une information pour localiser un poisson. Et donc typiquement, on va lier la température vue par le poisson à des mesures de température issues des satellites. Donc le satellite, lui, permet de mesurer une température à partir de l'espace, hein, tous les jours. Et le poisson, il se trouve que les bars, en fait, ils ont une partie sur une journée, la plupart du temps, ils sont une partie du temps au fond, et puis ils ont une partie où ils remontent, typiquement pour manger, hein. Donc ils vont revenir près de la surface. Et donc la température, quand ils sont proches de la surface, c'est à peu près la température de la surface, c'est celle qui est vue par le satellite. Donc en jouant à la fois sur les paramètres de profondeur et les paramètres de température, on va pouvoir reconstruire des... Voilà la petite animation que vous avez à droite, qui est en gros, le rouge, là, c'est la trajectoire, la migration estimée pour ce poisson-là. Et vous voyez que c'est un poisson dont on pense, hein, on n'est pas sûr, hein, mais on pense fortement qu'il allait se promener vers le Pays Basque, une partie de l'année, pour les vacances, plutôt en hiver, et puis il est remonté au beau jour vers la mer d'Iroise. Donc ça, c'est un exemple où on a besoin, pour bien localiser le poisson, d'informations sur la température assez précise. Parce qu'à nouveau, si j'ai des informations que tous les 100 km, bah c'est bien, mais c'est-à-dire que je vais avoir une information sur la position du poisson à 100 km près, ce qui ne ferait pas beaucoup de points ici. Donc j'aimerais bien avoir une information plus précise sur la localisation du poisson. Donc là, on a reconstruit des informations, on doit être de l'ordre de 10 km, ce qui permet déjà d'appréhender des grandes migrations là qu'on connaît assez mal sur les poissons comme le bar. Et les algorithmes qui sont utilisés pour faire ça relèvent de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, déjà. Et quel est le but de connaître la migration des bars pour les pêcheurs? Non, ça peut être pour les pêcheurs, mais je pense que les pêcheurs, ils savent déjà. C'est-à-dire que les pêcheurs, ils savent, alors pas à l'échelle d'un poisson, mais ils savent que les poissons sont plutôt dans telle zone, à tel moment, dans telle zone. Par contre, c'est extrêmement important pour la gestion d'un stock. C'est pas du tout la même chose de savoir que il y a en gros par exemple dans la gestion, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il n'y a pas très très longtemps, il y avait pour la gestion un stock nord et un stock sud, avec des critères de gestion différents. Mais s'il se trouve que les poissons du nord, ils vont une partie du temps au sud, et inversement, ça ne fait pas sens du tout de définir des quotas de pêche pour la zone nord et pour la zone sud, puisque c'est les mêmes poissons, ou une partie du temps, ils sont en même temps. Donc c'est extrêmement important pour adapter une méthode de gestion d'un stock, de savoir où se trouve la population, à quel moment, est-ce que c'est une seule population, est-ce que c'est deux populations qui viennent de deux endroits différents qui se retrouvent là, comment elle évolue. Et quand on n'a pas ces informations-là, on est assez limité dans la capacité de gestion et de suivi de l'évolution du stock. Donc il y a plus que c'est vraiment la connaissance de l'écologie de l'espèce et de son comportement là, qui est l'enjeu de ce type d'études. Et voilà. Et contrairement aux oiseaux migrateurs, par exemple, on a vraiment très très peu d'informations.
Donc c'est un champ qui est relativement naissant, ça fait 10 à 15 ans qu'il y a des approches de marquage, et il y a énormément de poissons, d'espèces marines pour lesquelles on ne sait rien en fait de leur migration. On sait qu'elles sont à telle zone, à tel endroit, mais on ne sait pas, par exemple, si, comme les saumons, s'ils reviennent toujours au même moment, voilà, ça, voilà. Actuellement, on ne sait pas répondre à ces questions. Mais même sur la physiologie, par exemple, quand, en fait, là, on s'est rendu compte que les poissons, les bars, dans une journée, ils peuvent prendre des shoots de température extrêmement importants. Ils vont faire des allers-retours dans des colonnes d'eau sur 100 mètres, possiblement extrêmement importants, qui sont des choses qu'on n'imaginait pas forcément en termes de rapidité, de variation de pression, là, de température, de capacité à absorber ces chocs-là de dépression. C'est quelque chose qu'ils font tous les jours, tout le temps. Et ils vont beaucoup plus profond aussi que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que je crois que sur les premières marques, là, c'était pas plus de 100 mètres. Puis il y en a quand même plein qui ont explosé la limite basse de la marque. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on ne connaît pas sur les poissons, sur leur capacité aussi de résistance, quelque part au milieu. Parce que voilà, donc ça peut être des enjeux aussi par rapport à d'autres aspects que même l'écologie, et on peut penser à la médecine, à plein d'autres aspects par rapport au vivant et la compréhension de la manière dont le vivant s'est adapté à différents types d'environnements. Ok, bon, faut peut-être que j'y arrive. Je vais vous parler donc un petit peu d'intelligence artificielle maintenant. Alors, pour faire, je vais peut-être situer, je pense que alors on a parlé du jeu de Go, vous avez dû entendre parler des voitures autonomes qui utilisent aussi l'intelligence artificielle. C'est une partie des applications dont on parle énormément. Donc, c'est très lié à ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Donc, la vision par ordinateur, c'est quoi ? C'est la capacité qu'aurait un ordinateur à avoir un sens de vision, de perception équivalent au nôtre. C'est-à-dire la capacité à utiliser l'information fournie par une caméra pour interpréter une scène, ou ce qu'il y a dans la scène. D'accord ? Tous ici, si vous voyez une scène, et même une image acquise par une caméra, vous êtes capable de reconnaître un objet, de dire ça c'est un objet qui bouge, là c'est deux objets différents, ici il y a une table, ici il y a une chaise, là c'est un chien, etc. Donc ça, toutes ces applications, par exemple, là, on aimerait que alors depuis les années 70, il y a des recherches pour faire que des ordinateurs aient le même type de sens de perception à partir de caméras. Et c'est ça qu'on appelle la vision par ordinateur. Donc c'est un domaine scientifique qui, alors il n'a pas des centaines d'années comme peut-être l'océanographie, mais quand même quelques dizaines d'années. Et là, je vous montre un petit peu l'évolution des méthodes qui ont été utilisées. Alors, dans les années 70-80, en fait, on a cherché à modéliser le monde. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont un background en physique, mais vous avez au moins tous entendu parler de la pomme de Newton. Donc, un physicien, quand il voit le monde, il va chercher à définir des modèles qui permettent de décrire le monde, et des modèles mathématiques. Donc en fait, par exemple, quand la pomme de Newton, en fait, on va se donner un modèle qui va permettre de décrire des trajectoires d'objets. Si je lance une pomme ou un caillou, il y a une certaine trajectoire là qui est parabolique, et ça, c'est régi par des équations physique. Il est impossible que la pomme ou le caillou ait une autre trajectoire qu'une trajectoire parabolique. C'est pas possible, et on l'a remarqué, on l'a mesuré, on a défini des théories physiques associées. Et donc l'idée dans les années... donc ça, c'est la démarche scientifique relativement classique de modélisation. Et donc en vision par ordinateur, on s'est dit au départ, on va faire pareil. On va chercher à modéliser le sens de perception. On va chercher à modéliser le monde. Et si ce n'est que modéliser une image par des lois de la physique, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc dans les années 70-80, en fait, on s'est dit, en fait, le monde, c'est simple, on va dire que le monde, c'est des ensembles de structures géométriques élémentaires, comme des parallélépipèdes, des pyramides, et on va chercher à identifier. Donc vous, par exemple, on va vous décomposer en un ensemble ou moi, comme un ensemble de parallélépipèdes. D'accord ? Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on s'est rapidement rendu compte que c'était des approches qui n'étaient pas très efficaces, qu'en fait, qu'on n'arrivait pas à représenter avec un bon modèle le monde, ou des images, ce qu'il y a dans des images. Et en fait, assez vite, donc dès fin des années 90-2000, on est passé dans l'apprentissage. Donc là, l'idée, c'est plutôt que de chercher à définir un modèle, comme l'approche du physicien, c'est de dire, ok, on va prendre plein d'exemples. Donc par exemple, si plutôt que de définir un modèle de ce qu'est un chat, on va faire l'apprentissage. Donc on va donner à un algorithme, à une machine, des exemples de photos de chats. On va dire, voilà,
Et je vais par exemple, si je veux quelque chose qui soit capable de différencier un chat d'un chien, je vais donner plein d'exemples de chats et plein d'exemples de chiens. Et puis je lui dis, eh ben, toi, ça c'est un chat. Et ça, par contre, c'est un chien. Et donc par apprentissage, on a commencé à développer des algorithmes qui sont basés sur l'apprentissage et qui permettaient, à partir d'une image de chat ou de chien, de dire si c'était un chat ou un chien. Dans ces premières approches, dans les années, donc même elles ont démarré dans les années, dans les années 80, où il y a une première vague de réseaux de neurones. Alors peut-être que certains en ont entendu parler à l'époque, mais c'est peut-être un peu moins grand public. Mais déjà dans les années 80, il y a une époque une espèce d'essor de l'intelligence artificielle. Et simplement, dans ces années-là, on manipulait quelques centaines d'images, parce qu'on n'avait pas des moyens de sauvegarde, on n'avait pas de clé USB, hein, on n'avait pas d'ordinateur portable comme ça qui pouvait avoir des gigas. Donc quand on manipulait déjà 100 images, ça utilisait des ressources de calcul monstrueuses. 10 ans plus tard, on est passé à des dizaines de milliers ou des milliers d'images, et vous avez vu apparaître sur les appareils photo, par exemple, donc ça fait à peu près 20 ans, on voyait sur les visages, par exemple, il y avait des petits carrés orange. Donc ça veut dire que l'appareil photo, il était capable de détecter un visage. Et donc ça fait 10-15 ans, peut-être 20 ans que ça existe. Et là, on manipulait des milliers d'images. Maintenant, les applications actuelles dont on parle en intelligence artificielle, elles utilisent pour l'apprentissage des millions, voire des milliards d'images. Donc il y a un premier élément d'explication de l'essor de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à stocker, à manipuler des millions, des milliards d'images. Est-ce que vous savez pourquoi Google, Facebook sont capables de détecter de super détecteurs de reconnaisseurs de chats et de chiens grâce à vous, en manipulant des millions, des milliards d'images? Alors juste je reviens, si dans les années 90, si je voulais construire mon détecteur de chat et de chien, il faut que j'ai dit que cette image c'est un chien ou cette image c'est un chat. Donc ça veut dire que si j'ai mis l'image, bon disons que je mets 10 secondes par image, je suis à 10 000 secondes, je ne sais pas combien ça fait, mais on voit que j'y arrive. Ok, mais imaginez que j'ai 10 milliards d'images. Fois 10 secondes, ça fait 100 milliards de secondes. Bon, je ne sais pas combien ça fait, mais j'ai commencé à trouver ça un tout petit peu long quand même. Si je dois me farcir mes 10 milliards d'images, à dire non, ça c'est un chat, ça c'est un chien, et puis après j'ai aussi les voitures en fait, que je suis intéressé, et puis les camions, et puis les différents types de voitures. Donc je peux pas passer mon temps à cliquer sur des images. Donc il y a une bonne raison, je ne sais pas si quelqu'un en a une idée, qui fait qu'en fait, il y a des gens qui ont produit tout seuls ces informations qu'a pu réutiliser Facebook, Google ou tous les géants du net. C'est vous. Vous savez quand? Comment? Toutes les photos, toutes les informations mises sous les photos. Ce qu'on appelle les métadonnées. Il y a tout un tas d'informations qui ont pu être recroisées qui permettaient en fait d'aspirer les données sur le net et d'utiliser les tags mis sur les photos pour dire, voilà, ah mon joli chat, ça c'est un chat, mon joli chien, ça c'est un chat. Et donc, de cette manière-là, on peut constituer de manière automatique de grosses bases de données à partir desquelles on va pouvoir réaliser un apprentissage. Donc ça, c'est un changement extrêmement important. Donc néanmoins sur des tâches assez simples. Et l'autre saut technologique extrêmement important, c'est la complexité des problèmes qui sont traités. Donc là, je vous l'illustre, c'est les petites vidéos à droite, vous ne voyez pas forcément très bien, je suis désolé, hein, mais sur celle qui est en haut, vous voyez qu'il y a un petit bandeau blanc où c'est écrit, vous ne pouvez pas lire, à moins d'avoir des yeux, il faudrait une intelligence artificielle, là, je pense, pour lire le texte, pour le coup, c'est sous-résolu, mais le petit bandeau blanc, là, c'est un texte, un bout de phrase qui est donné par l'algorithme, l'ordinateur, pour expliquer ce qu'il y a dans la photo. Et donc là, c'est pas simplement reconnaître un chat et un chien, c'est dire une personne sur un vélo, ou un vélo adossé à un mur. Donc ça, c'est une tâche qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée que être capable de dire c'est un chat ou c'est un chien. Et donc ça, c'est des tâches qui sont aussi réalisées à partir de techniques d'apprentissage et qui émergent actuellement depuis, on va dire, 5 ans, ou un tout petit peu plus, et qui commencent, et qui étaient complètement... c'est des problèmes qu'on ne pouvait pas aborder il y a 15 ans. C'était complètement hors de portée. C'était un niveau de complexité qui était complètement hors de portée. Et actuellement, c'est possible. C'est du même type de complexité, peut-être que vous avez entendu parler des assistants électroniques où il y a à peu près un an, peut-être un peu plus, il y avait une démo de Google avec un assistant qui devait réserver une table dans un restaurant. Ça vous dit rien? Et donc, ils l'ont fait en direct.
Donc ils ont fait, je sais pas, ils ont programmé le numéro de téléphone et ils appelaient, quelqu'un, une vraie personne a répondu, il parlait en fait à un robot, enfin un algorithme qui avait un sens qui pouvait produire un son, avec une voix de synthèse, et qui était capable de répondre. C'est-à-dire qu'il était capable d'interpréter ce que disait la personne pour lui répondre de manière correcte. Donc ça, c'est des niveaux de complexité, d'interactivité qu'on ne savait pas aborder il y a 15 ans, et qui sont maintenant possibles. Et de manière extrêmement importante, parce qu'on est capable de manipuler de très grands volumes de données. Bon, alors ça, voilà, on va passer. Je vous raconterai peut-être un petit peu après ce qu'est un réseau neuronal. Donc il y a un aspect extrêmement important sur la disponibilité des données, la capacité à manipuler les données. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est les moyens de calcul. Alors, je ne sais pas si certains sont fans de jeux vidéo sur les ordinateurs. Alors, il y a dans les ordinateurs, il y a des choses qui s'appellent des GPU. C'est des processeurs graphiques. Alors, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui jouent aux jeux vidéo, les ordinateurs de gamers, ils ont des grosses cartes graphiques. Et ça, donc c'est ce qu'on appelle un processeur, c'est ce qui fait des calculs dans les ordinateurs. Et en fait, ces processeurs-là, ils sont extrêmement performants pour des tâches d'apprentissage. Et ils permettent d'avoir des gains d'un facteur 100, d'un facteur 1000 sur des tâches d'apprentissage. Donc par exemple, alors 100 000, vous me direz, ouais, c'est pas beaucoup, mais les méthodes d'apprentissage, elles peuvent nécessiter des temps extrêmement longs. Donc imaginez que j'ai un apprentissage, ça prend 1000 jours, et puis demain, en fait, je mets le petit processeur graphique, et puis ça prend plus qu'un jour. Du tout, c'est quand même pas pareil. Et donc, à la fois la disponibilité de données et ces nouveaux moyens de calcul sont vraiment une explication technologique extrêmement importante de l'essor des méthodes d'intelligence artificielle. Sans ces deux éléments, on n'aurait jamais eu l'essor actuel de l'intelligence artificielle. On aurait pu avoir les algorithmes, les modèles mathématiques associés, mais on n'aurait pas eu la capacité à les mettre en œuvre. Et en fait, le développement des algorithmes est très simultané avec la disponibilité des données et des moyens de calcul associés. Donc tout ça, c'est ce que c'est. Donc là, j'ai parlé du GPU, mais on parle beaucoup actuellement de ce qu'on appelle le big data, qui est justement la capacité à faire de gros calculs sur de gros volumes de données, donc qui est lié au volume de données, à la fois aux structures de calcul. Un exemple, normalement j'avais 45 minutes, je suis en train de déborder, j'essaie de pas... un exemple, par exemple, pour revenir aux données de température, sur les champs de température à surface de l'océan, l'Ifremer à Brest reçoit 200 gigas de données par jour. Avec les techniques de calcul, et donc l'enjeu, c'est à partir de l'ensemble des informations, c'est de produire une carte à l'échelle globale des températures avec une résolution spatiale, disons de 10 km. Pour faire ça, pour traiter un jeu de données sur plusieurs mois, pour faire ça, précédemment, il fallait plusieurs mois de calcul. C'est-à-dire que ce calcul, une fois qu'on l'avait fait, on ne le touchait plus. Parce qu'on ne va pas relancer tous les jours quelque chose qui fait plusieurs mois. Avec les nouvelles méthodes de calcul, et ce qu'on appelle les architectures big data, ça a pris 8 heures. Donc là, 8 heures, je ne le ferai pas tous les jours et tous les matins, mais néanmoins, je peux le refaire de manière fréquente si j'ai une nouvelle méthode, si je le lançais de manière récurrente, c'est des choses qui sont maintenant réalisables. Donc l'aspect technologie est un élément extrêmement important dans ces techniques-là. Je vais ici peut-être différentes illustrations, qui sont des transpositions assez directes de la reconnaissance des chats et des chiens, mais sur le domaine maritime. Alors on peut reconnaître des navires ou des fonds marins, c'est ce que vous avez en bas à gauche. On peut... Est-ce que je vais y arriver ? Tac, ouais, voilà. On peut reconnaître des espèces de poissons. Il commence à y avoir un certain nombre d'applications, y compris sur smartphone. Il y en a certaines pour reconnaître des espèces de poissons. Vous avez peut-être vu, il y a la même chose sur le domaine terrestre pour reconnaître des champignons, des fleurs, des plantes, des animaux, etc. On l'applique également pour reconnaître des signatures de phénomènes météorologiques ou océanographiques, des icebergs, des tempêtes, des orages par exemple. On va pouvoir reconnaître ces situations-là à partir d'images radar, donc en utilisant ces techniques-là. C'est aussi des techniques qui sont utilisées actuellement, explorées pour interpréter, identifier des champs de baleines ou des champs de mammifères marins, par exemple pour de la reconnaissance d'espèces de mammifères marins, et de discriminer un cachalot d'une baleine ou différents types de dauphins. On va aussi utiliser ces techniques-là.
qui sont vraiment très analogues aux techniques qui sont utilisées pour interpréter du son de la voix. C'est vraiment les mêmes approches. Alors nous, il y a je ne vais peut-être pas y passer trop de temps, mais nous, il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est la capacité à faire le lien entre ce qu'on appelle ces méthodes d'apprentissage et la modélisation physique. Souvent, quand on parle des méthodes d'apprentissage, et en particulier des réseaux de neurones, on parle de boîte noire. C'est-à-dire que boîte noire, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on lui met en entrée, on sait ce qu'on veut obtenir en sortie, mais en fait, on n'est pas capable de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il fait quelque chose, mais en fait, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi il est capable de reconnaître un chat et un chien. Et si moi, je vais voir un physicien qui est habitué à utiliser des modèles mathématiques, il va me dire, ouais, moi c'est très bien qu'on puisse reconstruire la température, mais en fait j'ai besoin de comprendre pourquoi on est capable par exemple, de prédire la tempête, ou pourquoi on est capable d'expliquer que les courants marins ils vont évoluer comme ci ou comme ça. Il va avoir besoin de comprendre pourquoi. Et ça, dans des méthodes d'apprentissage classiques, eh ben, ça va être compliqué, voire impossible. Et donc nous, on s'intéresse à la manière de lier ce qu'on appelle la modélisation physique, et des modèles mathématiques associés à la physique, et ces techniques d'apprentissage. Et c'est des choses qu'on peut réaliser. Il y a un certain nombre de cadres où en fait on va pouvoir associer et faire, à partir de ces méthodes d'apprentissage, apprendre y compris des lois physiques. Donc il y a des travaux aussi qui commencent à émerger où par l'exploration de jeux de données, on va pouvoir retrouver des lois associées à la physique. Donc ça c'est des champs relativement émergents actuellement. Mais voilà, si on pense à Newton, à la pomme, et ben maintenant si on donne des exemples de pommes qui tombent, et ben la machine, l'algorithme va être capable de retrouver la loi de la gravité. C'est ça que ça veut. Voilà. Sur un exemple, c'est l'idée et les principes qui sont explorés actuellement. Donc sur la gravité, c'est pas très utile, parce que maintenant c'est bien établi, mais il y a des domaines sur lesquels ça peut faire sens, parce que par exemple sur les modélisations de l'océan, il y a un ensemble de processus pour lesquels certaines lois de la physique ne sont pas forcément bien comprises, ou on manque de représentation mathématique associée. Là j'avais un autre exemple où on peut, ce même type de démarche, on peut chercher à le transposer sur d'autres, ce qu'on appelait systèmes dynamiques, évolution, et là j'avais un exemple d'animation, là en bas à gauche, c'est une morphogénèse du cerveau. Et on a un collègue à Brest avec qui on travaille, lui s'intéresse au développement du cerveau, et on va utiliser ce même type de technique d'apprentissage. Voilà, je vais peut-être pas... Voilà, j'en ai d'autres, vous voyez, des transparents. Je vais peut-être m'arrêter là, s'il y a des éléments qui vous intéressent, je pourrais revenir. Je vais peut-être juste vous mentionner... je vais peut-être juste prendre ce sujet-là, peut-être le trafic maritime, sur lequel on applique vraiment le même type de méthode. Et là, vous avez peut-être... Certains ont dû entendre parler, il y a quelque chose qui s'appelle l'AIS. Donc c'est tous les navires de commerce, au-delà d'une certaine taille, mais bon, on va dire les gros bateaux, ils doivent émettre ce qu'on appelle des signaux AIS, qui contiennent une information sur un identifiant du navire et leur position et vitesse. Donc tous les navires sont obligés de le faire. Donc là, la carte, par exemple, c'est les positions d'un ensemble de navires qui émettent ces signaux. Et donc ces signaux sont observés ou enregistrés ensuite par des antennes à bord, y compris par satellite. Et donc là, vous avez une idée. Ça vous donne une idée des densités du trafic maritime et qui sont liées à ces signaux AIS. Donc effectivement, il y a un certain nombre de bateaux, et notamment par ici, qui se promènent. Et donc ces signaux AIS, même s'ils n'ont pas été créés pour ça au départ, maintenant, ils sont aussi utilisés pour faire un suivi et voir une surveillance du trafic maritime, y compris une analyse de comportement, possiblement par exemple pour détecter des comportements suspects ou anormaux de certains types de navires, par exemple qui vont se mettre à couple ou qui auraient d'autres comportements un peu étranges. Et donc à nouveau pour ce type de données, on a utilisé nous des techniques d'apprentissage. Donc c'est extrêmement compliqué en fait de définir ce que serait le comportement d'un navire, parce qu'il y a pas, il y a des classes de navires différentes, mais la route d'un navire, sa vitesse, son cap, les changements, etc. sont liés à l'état de mer, sont liés à tout un tas de caractéristiques, au capitaine, à l'équipage. Donc avoir un modèle qui dit tel bateau, je sais quand il va passer là, ça va être comme ça, c'est extrêmement compliqué. Par contre, les méthodes d'apprentissage, elles vont être capables de regarder l'ensemble des signaux AIS enregistrés sur une zone et d'en déduire un comportement des navires. Et donc nous, on a utilisé ces techniques-là. Et par exemple, ce que ça permet de faire, ce que vous avez ici, ici. Vous voyez
Ce qui est en jaune et en rouge, c'est des comportements qui sont anormaux. Donc en fait, on va apprendre un modèle de comportement et on va regarder pour une trajectoire particulière, un ensemble de signaux AIS associés à un navire particulier, à quel point c'est loin de ce comportement normal qu'on aura appris avec un algorithme. Et là, vous avez deux exemples en bas qui sont deux comportements anormaux. Alors vous en avez un qui fait un demi-tour sur la 4 voies, donc ça c'est pas autorisé, hein. Vous n'avez pas le droit de changer de voie quand vous êtes au milieu du rail, passer sur la zone centrale, ça n'arrive pas. Donc là, alors, je ne sais pas pourquoi le navire l'a fait, mais c'est un comportement qui est rare. Et vous n'avez pas non plus le droit de faire une marche arrière sur la 4 voies. Ça, c'est pas non plus autorisé. Et donc c'est assez rare qu'un navire, là, celui qui est en jaune, il a... Je ne sais plus où je suis, voilà, ici, vous voyez qu'il y a une petite épingle à cheveux, là, il y a eu un moment où, je ne sais pas pour quelle raison, mais il est reparti dans l'autre sens, puis il est revenu, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais donc ça, à nouveau, c'est un comportement qui n'est pas normal, qui peut peut-être expliquer, hein, c'est pas forcément répréhensible, enfin, mais néanmoins, ça nous fournit ici des manières de dire okay, que ces algorithmes ont bien appris des comportements et font sens également pour ce type d'application. Voilà, pour en parler rapidement. Bon, ça, je ne vous le dis pas. Donc, le monde merveilleux de l'intelligence artificielle n'est pas que merveilleux. Donc, parfois, il peut confondre un chat avec du guacamole. Je ne vous dis pas pourquoi, mais ça peut aussi arriver. Peut-être juste pour deux mots pour finir. Donc là, c'est juste pour remercier un ensemble de personnes qui ont contribué à ces travaux. Dans le domaine de la recherche, les travaux actuellement sont principalement faits dans le cadre de projets et de collaborations. Et nous, on travaille énormément avec des océanographes, des écologues, enfin différents types de spécialités. Et l'autre aspect, vous voyez, il y a tout un tas de petits logos en bas, c'est que la recherche, elle est financée sur projet. Et donc, on a des moyens de financement qui sont, alors, peut être des agences nationales. Hein, il y a une agence nationale de la recherche qui est un organisme d'État qui soutient des projets scientifiques. Et ça peut être aussi des structures privées. Là, par exemple, vous avez un petit logo de Microsoft qui a soutenu certains de nos travaux sur certains aspects spécifiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions ou pour continuer l'échange, je serais ravi de poursuivre l'échange.